Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour ce live. Le temps que tout le monde arrive, petit souci de démarrage technique, on commence à s'habituer. Donc le temps que tout le monde soit là, comme d'habitude, pensez à me dire si au niveau du son, de l'image, tout va bien pour vous. Et après on pourra commencer. Coucou Steph, coucou Ghislaine. Il nous manque Coralie. Et on va pas tarder à commencer, parce que je prends un peu en retard par rapport au timing. Ok, bon bah si c'est bon le son, on va pouvoir démarrer. Rappelez-vous, il y a toujours un décalage entre le moment où vous entendez ma question et le moment où vous y répondez et moi je vois votre réponse. Donc on va s'adapter comme d'hab. On commence à avoir l'habitude. Et donc, hop, ici, on va démarrer. Donc pour ce troisième volet, donc volet sur une série sur la thématique de renforcer ses défenses naturelles, ça c'était le thème principal des 2 premières conférences que j'ai faites les semaines précédentes. Et là, sur cette troisième conférence, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, élargir le champ du renforcement. Et cette fois-ci, on va parler de renforcer l'organisme dans son ensemble. Donc pas simplement se limiter aux défenses naturelles, mais aller encore un palier au-dessus, un cran au-dessus, de manière à augmenter notre niveau de vitalité, à augmenter notre niveau de santé. Et du coup, on va passer à notre stade. Comme souvent je dis lors de mes cours, j'aime bien chercher à vous faire découvrir, exploiter, utiliser votre vrai potentiel. Mais là, en termes de vitalité, de santé, de mieux-être, c'est aussi la raison de cette conférence de ce soir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment renforcer son organisme, son corps, avec l'hormèse. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'hormèse. Avant de commencer dans le vif du sujet, déjà, ma petite citation que j'aime bien. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc c'était de Nietzsche, philosophe allemand du 19e siècle. Donc ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est vraiment une expression qui résume pas mal, qui résume bien même, le principe, les principes et l'état d'esprit dans lequel on va renforcer notre organisme, les moyens que l'on va être, l'état mental, l'état d'esprit dans lequel on doit être pour vraiment renforcer son organisme et pas juste être simplement dans un bien-être, une santé instable, précaire. On va le voir par la suite. Bon, il y a différents niveaux de santé et on va en parler de suite. Donc déjà, forcément tout le monde ne connaît pas. Je sais pas si parmi vous connaissez un petit peu déjà l'hormèse.
Mais qui parmi vous connaît l'hormèse? Bon, Steph, je sais que tu connais. Ghislaine, est-ce que tu te rappelles un peu ce que c'est l'hormèse? Je vois qu'il y a pas qui est la troisième personne qui est arrivée. Coucou à elle. Mais voilà, l'idée de l'hormèse, on va le voir. Ah. C'est ici. Donc, pour l'hormèse, il y a ce qu'on appelle la loi dite de Arndt-Schulz. Je sais pas si je prononce bien, qui est assez connue, pour laquelle il était fait allusion, on disait que pour toute substance de faible dose stimule, des doses modérées inhibent, des doses trop fortes tuent. Hein, comme une autre expression était aussi connue, le poison n'est rien, la dose est tout. Et là, ça a donné une loi qui est que, en fonction pour toute substance, une dose relativement faible, c'est bien relativement par rapport à la substance, par rapport à l'individu qui reçoit la substance. Donc, une faible dose stimule, une dose modérée inhibe, c'est-à-dire atrophie des capacités quelque part, et des doses trop fortes tuent. Toujours relatif à la substance et à la personne. Et en naturopathie, du coup, l'hormèse est une exposition à un stress qui ne dépasse pas les capacités adaptatives de l'individu. Dit autrement, il faut que la dose soit suffisante, donc stressante quand même, et il ne faut pas qu'elle dépasse la capacité de gestion du stress. C'est un point qu'on va voir par la suite, et on va voir que justement en fonction de la dose et comment on gère les doses, quel type de dose, on va avoir des effets, des réactions différentes sur l'organisme. Et là, en l'occurrence, je me bornerai juste à présenter les effets les effets positifs qui visent à renforcer l'organisme. Ensuite, à quoi peut servir l'hormèse? L'hormèse peut servir, d'un point de vue encore une fois positif, dans trois démarches, trois objectifs: devenir plus résistant, devenir plus résilient et ou devenir antifragile. Donc l'hormèse ici va nous servir à avoir un corps soit plus résistant, avoir un corps et un mental aussi plus résilient, ou avoir un mental, un corps, un état d'esprit antifragile. Je vais revenir sur toutes ces notions juste après, mais gardez bien en tête ces trois objectifs qui sont différents. Des fois, on a tendance à mélanger les concepts et la nuance est importante, surtout en termes d'objectifs à atteindre pour son corps et du coup de méthodologie, puisque la méthode ne sera pas la même en fonction de si je veux un corps plus résistant, plus résilient ou carrément antifragile. Ensuite, du point de vue qui nous intéresse, d'un point de vue naturopathique, hormétique, dans le domaine du mieux-être, mieux-être, c'est-à-dire aller de mieux en mieux, être mieux, et non pas juste se contenter d'être bien, mais d'être mieux, et donc d'améliorer notre situation, notre état. C'est ce qui fait aussi la différence de concept avec le bien-être. L'hormèse s'applique en jouant sur 5 variables. Ces 5 variables, c'est la plus connue, la plus répandue médiatiquement, c'est l'exposition au froid. La deuxième, son pendant, c'est l'exposition au chaud. Le troisième, qui est aussi médiatiquement très connu,
c'est le jeûne. Ensuite, vous avez l'exercice physique. Et enfin, vous avez la respiration. C'est pas un ordre de priorité, hein, c'est juste un ordre arbitraire de ma part. Mais l'un n'a pas plus de valeur que l'autre de manière générale. Après, vous verrez, en fonction des personnes, des affinités, des problématiques, de la situation, du contexte physiologique de la personne, peut-être qu'il faudra commencer par une exposition par le chaud plutôt que par le froid, par l'exercice physique plutôt que par le jeûne, par la respiration plutôt que par l'exercice physique. À voir. Tout est modulable à ce niveau-là et adaptable, et il faut l'adapter en fonction des personnes et en fonction de l'objectif à atteindre. Donc là, ce que je vous propose, c'est de venir sur la partie comment faire pour devenir résistant grâce à l'hormèse. Donc pour cela, déjà, c'est quoi être résistant? C'est quoi la résistance? C'est pas celle de pendant les guerres, c'est même s'il y a une équivalence. La résistance est la capacité qui nous permet de soutenir un effort le plus longtemps possible. Je répète, la résistance est la capacité qui nous permet de soutenir un effort le plus longtemps possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons si mon organisme est résistant au froid, je serai capable de tenir longtemps dehors, même si j'oublie ma veste. Malgré le froid, je vais tenir 1 heure, demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures dans le froid. Ça, c'est de la résistance. C'est-à-dire que je vais tenir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis après, je commence à être en hypothermie, et là, c'est pas bon. Et après, je m'affaiblis, et une fois que ma résistance est atteinte, que ma limite est atteinte, là, il n'y a plus personne, je suis fatigué, je suis malade, je suis épuisé. Donc la résistance, c'est juste le principe, l'idée de repousser la limite de rupture de ses capacités adaptatives. Jusqu'à quand je peux tenir dans le froid, dans le chaud, au niveau d'un effort physique, cardiovasculaire, musculaire, de force et tout ça par exemple, jusqu'où je peux tenir au niveau ventilatoire, etc., etc., au niveau du jeûne. Est-ce que j'arrive à tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, avant d'avoir rupture de ma normalité, de mon équilibre biologique? C'est ça la résistance. La résistance, c'est simplement tenir plus longtemps. Mais au final, on accuse le coup quand même quand on arrive à la rupture, à la limite. Ok? Et du coup, cette capacité qui est quand même déjà bien intéressante, parce que pouvoir repousser quelque part la limite de rupture, que ce soit d'un point de vue psychologique, que ce soit d'un point de vue physiologique, c'est déjà pas mal. Et par le biais de l'hormèse, de l'approche hormétique, on va pouvoir travailler sa résistance au froid, au chaud, à l'exercice physique intense, à manque d'oxygène, ou à l'excès d'oxygène, au manque d'alimentation, par exemple. On va pouvoir travailler dessus pour augmenter nos résistances adaptatives physiques, physiologiques, par exemple pour moins craindre la chaleur, pour être moins frileux, moins craindre le froid. Ça, c'est une première possibilité. Et donc dans ce cas-là, en fonction de mes objectifs, si c'est par rapport à un stimulus bien particulier, eh ben, je vais m'entraîner avec l'environnement spécifique. Je vais me préparer, me permettre de mieux supporter le chaud parce que l'été va arriver. Je m'entraîne à supporter du chaud. Je fais des travaux hormétiques au niveau du chaud, en m'exposant au chaud. Si c'est pour le froid, etc., etc. Ok? Pour faire du sport, pour être moins essoufflé et moins être sur le recul rapidement.
C'est le principe. Ok. Maintenant, si ma résistance, c'est pour travailler une résistance mentale, psychologique, de gestion de face au stress, de pouvoir être capable de tenir physiquement, mentalement, pardon, toute ma cohérence, ma capacité de ne pas me laisser déborder par mon stress et trop vite. Et ben dans ce cas-là, ça va être plutôt de jouer sur ces 5 facteurs et changer de temps en temps. Un coup, je m'expose au chaud, un coup au froid, un coup, je fais exercice physique intense, un coup, je fais des travails d'apnée, un coup, je fais un jeûne. Je varie les stimulus, les thèmes, les contextes, de manière à ce que ce soit mon mental qui soit tout le temps travaillé et que comme ça, je repousse, je donne de la résistance à mon système nerveux pour gérer le stress. Ok. Et au niveau des facteurs sur lesquels on va jouer, que ce soit pour renforcer notre organisme, notre physiologie, ou que ce soit pour augmenter, améliorer notre résistance au stress, repousser les limites de tolérance au stress, plus exactement. Il y a tout d'abord une question d'intensité. D'intensité, dans le sens où là, le but c'est que si je fais pas assez intense, par exemple, là en ce moment, vous voyez, il fait relativement doux, ben, votre corps il va pas forcément sentir un besoin de s'adapter, il va pas sentir besoin de résister au froid. Puisqu'il fait doux, ça va. Avec mon pull, ma chemise, mon pull, la veste, je suis bien. Vous pouvez rester dehors toute la journée que vous travaillerez pas la résistance. Par contre, par exemple, encore une fois, c'est relatif à tout un chacun. Vous seriez juste en t-shirt pendant 1 heure ou 2, juste en t-shirt, vous voyez, mais encore une fois, avec cet air ambiant, là, peut-être que vous allez commencer à travailler la résistance, parce que pendant 1 heure ou 2, progressivement, vous allez quand même vous retrouver un peu plus en difficulté. C'est la difficulté et c'est la dose qui compte, rappelez-vous. Donc on va jouer à la fois sur l'intensité, soit je me mets par exemple à l'air libre, il fait relativement frais et je suis juste en t-shirt. Par exemple, pour faire le lien avec la vidéo de tout à l'heure, où vous m'avez vu ce matin à 11h dans l'eau, si c'est de l'eau tiédasse, ce qui n'était pas le cas, mais si c'est de l'eau tiède à 12, 15, allez, 20 degrés, on va dire, et ben là, c'est pareil. Ça va être plutôt de la résistance. Parce que c'est un niveau d'intensité très faible. Quand on descend en dessous, après ça dépend des personnes, bien entendu, mais par exemple, pour mon cas, pour être un niveau d'intensité plus important, il faut que je descende en dessous des 10 degrés. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau physiologique. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo que je vous ai mise en ligne, j'y suis rentré sans grande difficulté dans l'eau. Elle doit être à 5-6 degrés, et je sentais bien le froid, je ne serais pas resté 3 heures, mais j'ai déjà connu plus froid, quoi. Donc tout ça est adapté, le niveau d'intensité est important. Donc, dans le domaine de la recherche de devenir plus résistant, le but, c'est de faire une intensité moyenne. Pas trop basse, pas trop haute. Ça sert à rien de se mettre dans le rouge, vous ne serez pas dans la résistance. Vous pourriez même être dans la souffrance. L'idée, c'est une intensité moyenne, de manière à ce que votre organisme ait le temps de s'adapter, de taper dans ses ressources et de mettre en place des mécanismes adaptatifs longs, durables, pour être résistant. Rappelez-vous, la résistance, c'est dans le temps. Donc, pour que ça tienne dans le temps, il faut une intensité moyenne. Et le deuxième facteur sur lequel on agit, c'est bien entendu la question de durée, le temps, justement. Comme je vous le disais, puisqu'on est sur une intensité moyenne, si vous faites ça pendant 5 secondes, 10 secondes, vous n'avez même pas le temps de sentir quoi que ce soit, quoi.
vous n'avez même pas le temps de vous refroidir, de sentir qu'il fait froid, enfin, vous n'êtes même pas dans la résistance. Et encore une fois, ça sert à rien d'attendre de tomber aussi en hypothermie. Par contre, l'idée est d'arriver vraiment à la bonne distance, à la bonne durée, qui va stimuler, améliorer votre résistance. Un peu comme si vous vous entraîniez à faire un marathon. Et pour faire un marathon, si vous courez que pendant 1 minute ou 2, ou 5 minutes, allez, ben forcément, c'est pas demain la veille que vous pourrez faire le marathon. Par contre, si vous essayez de courir d'entrée un marathon de 50 ou 100 km, et ben forcément, c'est trop aussi. En termes de durée d'effort, vous allez vous abîmer. Même si vous allez à votre rythme, ça va vous abîmer, vous fracasser. Pour la résistance, en général, travailler sur des durées de 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures maximum, c'est largement suffisant. Pas besoin de faire plus. Travail de résistance, intensité moyenne et durée relativement longue, entre 20 minutes, même 10-12 minutes, ça dépend des personnes, et le niveau d'intensité, et 1 heure, 1 heure et demie, grosso modo. C'est là vraiment l'intérêt de développer la résistance. Bien entendu, ça dépend aussi de quels facteurs on parle. Là, je vous parle pour l'exposition au froid ou au chaud. Et au niveau de l'intensité, il y a différents niveaux d'intensité aussi en termes de si je m'expose par exemple au froid ou au chaud, à de l'air chaud ou à de l'air frais. Si je prends un bain froid dans l'eau, si je me baigne dans l'eau froide, si je me baigne dans l'eau chaude, faire un bain chaud, bien chaud de manière à ce que ça stimule. Ou alors, carrément, est-ce que je suis dans un four en plein cagnard, dans un truc, une vraie étuve, par exemple pour l'exposition à la chaleur, ou si je suis carrément sous la glace, dans la glace, ou enneigé, etc. Différents niveaux d'intensité aussi par rapport à ça. Il y a développé. Vous voyez, par exemple, pour mon cas personnel, actuellement, c'est plutôt, je me contente de me mettre dans l'eau froide, toute l'année, et ça me suffit très bien, niveau d'intensité. Pas besoin de chercher des records et se dire je dois tenir pendant 3 heures complètement enseveli de glace, parce qu'il y a des records qui se font comme ça. Voilà. Pour de la résistance, je répète, l'intensité, donc il faut quand même que vous sentiez qu'il y a quelque chose, que c'est soit froid, soit chaud, que ce soit un temps d'apnée assez long pour être dérangeant, et du coup mon corps va changer, un temps de jeûne assez long, parce que par exemple, vous prenez un repas à midi, et vous vous dites, tiens, je vais faire un peu d'hormèse, et je prends pas de goûter, et je mangerai mon repas à 19h. Et à moins d'être un sacré glouton, l'intensité va pas être très forte. Par contre, imaginons, vous prenez votre dernier repas à midi, et vous attendez, vous sautez le repas du soir, ou même le petit-déj, là, ça peut commencer à rentrer dans la résistance, et donc à être une intensité suffisante pour stimuler l'hormèse par le biais de l'alimentation, ou au contraire, enfin plutôt, de la non-alimentation. Et donc, en même temps, profiter pour tous les processus autophagiques. Je ne reviens pas dessus, puisque je vous les ai présentés lors de la conférence précédente, sur l'autophagie et les bienfaits que ça peut avoir sur les défenses naturelles, en l'occurrence, et les maladies infectieuses. Mais voilà. Donc, je répète, résistance, intensité moyenne, durée relativement longue. Ok. Ensuite, devenir résilient ou résiliente. Ah, d'ailleurs j'ai oublié un i, faut que je corrige. La résilience, à partir de problèmes qui peuvent relever du quotidien ou de chocs très graves,
l'individu va déclencher des mécanismes qui vont l'amener tout d'abord à résister, puis possiblement à s'adapter pour conserver son homéostasie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face à une situation, froid et tout ça, par exemple, je suis exposé au froid. Là, mon corps au début, il va essayer de résister, de maintenir sa chaleur, de la conserver, de se faire des réactions. Et puis au bout d'un moment, j'arrive à la limite de ma résistance, ce qu'on a vu juste avant. Et dans ce cas-là, mon organisme commence à chuter. Mon activité commence à chuter. Et là, si j'ai un corps résilient, un organisme résilient, mon corps va mettre en place des nouveaux mécanismes pour revenir à la normale. J'ai un processus, un métabolisme de base. J'arrive à la limite de ma résistance, je chute. Quand mon corps est résilient, il met en place de nouveaux mécanismes, pas les mêmes, d'autres mécanismes, pour pouvoir revenir à la normale. C'est ça la résilience d'un point de vue physiologique. Et c'est un peu la même idée au niveau mental, psychologique. Donc face à un choc, quelque chose de traumatisant, je mets en place des mécanismes divers et variés pour pouvoir continuer de faire une vie normale, continuer d'avancer. C'est ça la résilience. Comment j'arrive à avancer malgré le fait que j'ai atteint un point de rupture. La résistance, c'est je repousse les limites pour pas avoir ce point de rupture. La résilience, c'est une fois que j'ai eu atteint ce point de rupture, comment je fais pour revenir à la normale. C'est ça la différence entre les deux. Et avec l'hormèse, on peut aussi travailler du coup la résilience. Pour ce faire, toujours même chose, on agit sur deux éléments, l'intensité et la durée. Donc pour travailler la capacité de résilience de l'organisme au niveau de l'intensité, et bien là on va augmenter un peu plus le niveau d'intensité. Tout à l'heure pour la résistance, on avait une intensité on va dire moyenne. Là je vais aller plus loin que la moyenne de manière à arriver quand même rapidement à la rupture, mais à une rupture très brève. C'est-à-dire que au moment où mon organisme va pour s'effondrer, biologiquement parlant, physiologiquement parlant, c'est là qu'il doit que j'arrête de le stimuler et que je l'aide dans l'autre sens pour lui donner les moyens, ou j'attends un petit peu, pour lui laisser et lui donner les moyens de pouvoir reprendre, récupérer par d'autres mécanismes. À titre d'exemple, je me mets dans l'eau froide, ou je me mets dans un bain très chaud, ou dans un sauna, comme le sauna que j'ai ici, que j'utilise pour les personnes que j'accompagne. Et à un moment donné, il va faire trop chaud, il va faire trop froid, l'organisme va plus en pouvoir. Au niveau, par exemple, on va rester sur le chaud pour changer un peu. Donc il va faire trop chaud, il va plus supporter la chaleur. Et là, logiquement, ça veut dire que c'est mon point de rupture, c'est la limite de ma résistance à la chaleur, et donc je devrais aller vite me mettre au frais. Ben non, je reste encore un petit chouïa, et là, mon corps va mettre en place des nouveaux mécanismes, notamment la transpiration, pour pouvoir refroidir mon corps, aider à gérer l'excès de température, essayer de remonter malgré la rupture de résistance. Pendant quelques minutes, je sens la chaleur qui monte, mais ça va, j'arrive à maintenir mon équilibre. Mon équilibre est rompu, il fait trop chaud, et là, soit je fuis la situation, le contexte, soit je laisse mon corps mettre en place des mécanismes adaptatifs nouveaux pour faire face à la situation et donc retrouver mon équilibre. Ok? Alors, j'espère que c'est clair. Je vais
vite fait voir si c'est bon pour vous. Hop. Est-ce que ça va? Au niveau questions, n'hésitez pas si vous en avez. Mais ça va, c'est clair pour l'instant? Résistance, je vais essayer de repousser la limite avant d'être en rupture physiologique, psychologique. Résilience, je vais jusqu'à la rupture et au moment de la rupture, je laisse mon organisme faire les adaptations requises. Du coup, en termes d'intensité, c'est un peu plus important que pour la résistance. Et pareillement, pour la durée, et ben là cette fois-ci on va inversement, on va réduire, ça doit être plus court. Une intensité plus longue avec une durée plus courte, de manière à vraiment ne pas épuiser l'organisme. Dire que parce que je faisais la résistance, je tenais pendant 1 heure par exemple, dans un sauna ou dans l'eau froide par exemple. Donc si je veux développer la capacité de résilience, je reste à la même température d'eau par exemple ou de sauna. Mais au lieu de rester 1 heure, je vais essayer de rester 2 heures et je vois comment mon organisme va gérer la différence entre les 1 heure et tenir jusqu'à 2 heures. Non, là tout ce que vous allez faire, c'est vous fatiguer, vous épuiser, vous mettre en danger et au final, ça sera contre-productif. Vous êtes dans ce qu'on appelle le surentraînement en sport. Non, au contraire, c'est j'augmente l'intensité, donc pour l'histoire du bain froid, c'est une température encore plus froide, comme ça je vais arriver à la limite de ma résistance plus rapidement, mais la durée sera aussi plus courte. Donc par exemple, ça peut être que 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure maximum, 2-3 minutes suffisent largement. Là, je vais développer ma capacité de résilience. Et pareil, soit ma résilience par rapport à un environnement type, froid, chaleur, jeûne, etc. Soit je vais travailler ma résilience mentale face au stress, peu importe la source de stress. Et dans ce cas-là, je diversifie. C'est-à-dire que par exemple, d'un point de vue alimentation, je pourrais faire un jeûne sec, sans manger, sans boire, pendant une journée entière. Alors que si je veux être en résistance, je peux faire un jeûne, mais en continuant de boire. Vous voyez? Ou pendant une journée entière, ou pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, à boire. Allez, on va dire 10 heures, 12 heures, ça va très bien. Il y a plein d'adaptations, de leviers sur lesquels on peut jouer pour pouvoir travailler sur la résilience du corps et du mental et de l'esprit. Souvent, quand les personnes viennent me voir et qui sont sujets à l'épuisement, épuisement professionnel, épuisement personnel, émotionnel, que ce soit épuisement physique, fatigue chronique, burn-out et tout ça, leur capacité de résistance, de résilience sont, pour ainsi dire, à zéro. Voire des fois, ils sont même au niveau de la santé en dessous. Ils n'ont même pas récupéré un niveau de santé normal. C'est d'ailleurs en général pour ça qu'ils viennent me voir. Et ben du coup, au niveau de mon accompagnement, d'abord je leur mets les niveaux à zéro de manière à ce qu'ils aient un niveau de santé relativement correct, apte, et ensuite, une fois qu'on atteint ce niveau-là, on renforce. On rend les personnes plus résistantes de manière à ce que la moindre fatigue, la moindre contrariété ne les fasse pas redescendre. Je les ai fait, ils étaient, leur niveau de santé est ici. Voilà, vous voyez bien là. Leur niveau de santé normal est ici. Dans le cas d'épuisement, de fatigue chronique, de burn-out, ils étaient là. Donc ils n'arrivaient pas à remonter la pente. Après, on fait remettre le niveau à zéro. On remonte le niveau de santé normal, la base.
Mais là, ça peut être encore fragile, instable. C'est-à-dire que le moins de fatigue, le moindre effort, et ça redescend. Et à chaque fois, ça redescend. Et donc, ça peut être difficilement supportable. Et bien, une fois qu'on a fait ce premier niveau, cette première étape, après, on commence à monter les niveaux en résistance, en résilience, et après, pour ceux qui le souhaitent, et puis en fonction de la vitesse de progression, de les rendre antifragiles. Mais déjà, mon but, c'est au minimum d'atteindre, d'augmenter leur niveau de résistance, ici. Donc au lieu que ce soit là, en fait, on monte tout ça. Soit on monte leur niveau de résistance et de résilience. Ok. C'est un petit peu le principe que je fais dans mes accompagnements. Jusqu'au niveau de résilience, ça suffit largement pour avoir une vie tranquille, sereine, quand on a notre traitement quotidien. Maintenant, il y a un autre niveau encore plus important, et j'aime bien le dire, qui peut plus, peut le moins, et ça permet de vraiment complètement changer dans sa tête, changer de paradigme, hein, je le dis souvent, mais je vous ai dit, cette année, c'est l'année du changement, changement de paradigme, comment on pense dans sa tête, et comment se débarrasser de nos croyances limitantes. Donc jusqu'à la résistance, la résilience, on commence à effleurer cette approche-là. Et maintenant, on monte d'un cran et on devient anti-fragile. À titre d'exemple, je reprends l'image qu'avait employé un autre naturopathe que j'ai bien aimé. C'était l'image d'une flamme, d'une bougie et la flamme d'un feu de forêt. Une flamme d'une bougie, vous soufflez à peine dessus, elle s'éteint. Donc, elle est fragile. Quand tout va bien, qu'elle est à l'abri du vent et tout ça, elle fait son job. Dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'on lui souffle dessus, elle s'éteint. C'est quelque chose de fragile. C'est pas pour rien qu'on la protège du vent, etc. Comme quand on allume un briquet. Maintenant, le feu de forêt, la flamme dans un feu de forêt, quand il y a du vent, eh ben, il ne s'éteint pas, il devient encore plus puissant. Il devient encore plus fort. La flamme ne résiste pas au vent. La flamme ne s'éteint pas pour redevenir plus forte par la suite. La flamme devient automatiquement plus forte, plus intense. Le feu de forêt devient plus dangereux, plus puissant. C'est ça le principe de l'antifragile. L'antifragilité, donc c'est une propriété des systèmes. Donc c'est valable pour un organisme, mais aussi pour une entreprise, pour une société. C'est un principe qui est universel. Donc c'est une propriété des systèmes qui se renforce lorsqu'ils sont exposés à des facteurs de stress, des chocs, de la volatilité, du bruit, des erreurs, des fautes, des attaques ou des échecs. Donc c'est le professeur Nassim Nicolas Taleb qui a développé et qui a formalisé ce concept-là d'antifragile et antifragilité. Il a écrit un livre dédié à ça qui s'appelle Antifragile. Donc l'idée, ce que je vous disais, c'est que là, c'est même plus je résiste au stress. Ce n'est pas je me relève après un stress. C'est pendant le stress, je deviens encore plus fort, encore meilleur. Et ça, c'est la différence. Et encore une fois, toujours pareil, c'est une question d'intensité et de durée. Et là, si vous avez compris un petit peu l'idée qu'on a vue les fois précédentes, là, l'intensité, on va partir, pour ainsi dire, dans le rouge, toujours sans dépasser ses capacités adaptatives. Faut pas se mettre en danger, faut pas se rendre malade. Mais là, je vais aller au maximum de mon intensité et avec la durée la plus courte. Juste le temps du choc. À titre d'exemple, et vous pouvez faire l'expérience dans votre salle de bain, quand je vais prendre ma douche,
Je veux travailler la résistance. Au lieu de prendre ma douche à l'eau chaude, je vais prendre ma douche à l'eau fraîche. Vous voyez, un peu en dessous de tiède, voire tiède ou un peu en dessous de tiède, pour m'habituer, pour devenir plus résistant au froid. Je veux devenir résilient. Je vais prendre ma douche avec une eau un petit peu plus froide, encore un peu plus froide que fraîche, pendant quelques temps, et je regarde comment ça se passe, et puis après, je peux reprendre de l'eau chaude, etc., pour me réchauffer. Avec la recherche de l'antifragilité, là, je démarre de suite par du froid, ça me fait un choc, et quand ce stress que c'est froid, est parti, on arrête. Pas besoin de faire plus. Pas besoin d'aller plus loin. Donc ça peut durer, quoi, 5 secondes, 10 secondes, allez, 15 secondes. C'est même pas une histoire d'une minute, c'est même pas 30 secondes, hein. 10 secondes, 15 secondes, c'est largement suffisant. Mais par contre, c'est que de l'eau froide. En ce moment, avec l'hiver, c'est que l'eau froide. C'est sûr que vous faites ça cet été, ça va pas faire la même, hein. Mais l'idée, c'est ça. Pour développer notre capacité à avoir un corps antifragile, il faut une intensité maximale par rapport à mes capacités adaptatives. Encore une fois, par exemple, j'irai pas me plonger dans un bain d'azote. Forcément, si je me plonge dans un bain d'azote, ça dépasse mes capacités adaptatives, je suis foutu. Voyez, ma intensité maximale par rapport à mes capacités adaptatives, et à vous de pas trop les réduire non plus par vos croyances, et avec la durée la plus courte. Mais il faut attendre que le choc soit passé. Quand je suis dans la résilience, le choc est un peu plus important, mais gérable. Dans la résistance, il n'y a quasiment pas de choc. C'est juste une habituation, une accoutumation à mon environnement stressant, relativement stressant. Dans l'antifragile, il y a un vrai choc, et il faut faire avec. Et une fois qu'on a l'organisme à récupérer de ce choc, juste arrêter le choc plutôt, ça suffit, on arrête la stimulation. Pas besoin de faire plus. Donc, ça peut être exposition à de la chaleur, en plein cagnard, habillé comme un ours polaire, et faire une activité physique pour monter très vite en température, ou en faisant, alors c'est un peu comme chez les pompiers, quand j'étais pompier, où on travaillait dans des caissons avec du feu à l'intérieur, tout ça, pour s'habituer à la chaleur et tout ça. Ça fait travailler ce côté-là. Dans le froid, je vous ai dit, c'est vraiment le truc bien froid. Encore une fois, ça dépend des personnes, mais déjà, juste peut-être douche froide, direct, sans mettre une pointe d'eau chaude, en plein hiver, tout le corps. Ça peut être baigné dans l'eau froide direct, ça dépend. Ça peut être, comment ça s'appelle? Un exercice d'activité physique intense où vous allez faire l'effort maximal en 10 secondes. C'est-à-dire qu'en 10 secondes, vous n'êtes pas en capacité de faire 12 ou 13 secondes d'effort en plus. Si vous êtes capable de faire l'exercice pendant 2 minutes, c'est que votre intensité musculaire, physique, n'est pas suffisamment intense. À titre vraiment plus concret, si je veux faire un travail pour rendre les muscles antifragiles, je vais prendre un poids pour lequel j'arrive à soulever que une fois ou deux maximum, après je suis complètement fracassé. Ça va stimuler mes muscles, ça va rendre mon corps, mon système moteur musculaire antifragile. Mais bien entendu, c'est pas je le fais et après j'arrête et puis je fais ça 10 fois d'affilée, ou sinon on tombe dans la résistance ou dans la résilience. Non, je le fais une fois et ça suffit, ça stimule et mes muscles vont
devenir antifragile. Ok? Comprenez un petit peu l'idée? C'est par exemple au niveau de la ventilation, je vais faire une apnée, mais en ayant expiré au maximum dès le départ. J'expire, je vide complètement mes poumons, apnée, et là forcément, ça va devenir de plus en plus intense, et j'attends d'avoir des spasmes. Alors, ne faites pas ça tout seul chez vous au début quand vous n'avez pas l'habitude, mais je vous explique un peu comment ça se fait habituellement. C'est j'attends d'avoir des spasmes, et là quand j'ai des spasmes, ça veut dire que j'ai atteint un niveau de stress pour le corps assez important, et là j'ai atteint le niveau antifragile, et je vais stimuler la fonction d'antifragilité dans mon corps, par la respiration. Après, pour l'alimentation, c'est vraiment le côté jeûne, un peu plus de longue durée, 3 jours, 2 jours, 3 jours, sec, où là ça peut être... mais ça, pareil, on peut pas le faire seul chez soi. C'est juste à titre d'exemple que je vous le donne, mais je vous déconseille de faire sur l'alimentation pour travailler votre antifragilité tout seul. Vraiment en particulier, ça peut se faire dans un environnement bien encadré, surveillé, tout ça. Ok? Mais voilà. L'antifragilité, c'est vraiment au niveau dessus. Et comme je vous disais, donc c'est vraiment au-delà de la résilience et de la robustesse, de la résistance. Le résilient résiste au choc et reste le même. Lui, l'antifragile, il devient meilleur, encore plus fort qu'avant. C'est là la différence. Et du coup, un corps antifragile fonctionne sous le concept de l'hétérostasie, c'est-à-dire que j'arrive à avoir mon équilibre même dans les extrêmes, même dans les situations les plus stressantes, choquantes. C'est un peu, d'un point de vue psychologique, quelqu'un qui arrive à garder son sang-froid en pleine situation grave de stress et tout ça. Ça veut dire qu'il a un mental antifragile. Si c'est juste une question de résistance, à un moment ou à un autre, il va craquer. Non. Là, c'est celui qui est capable de garder son sang-froid et qui, au contraire, est comme quelque part un poisson dans l'eau quand tout autour ne va pas. Quand tout va mal autour, la personne qui est comme un poisson dans l'eau qui, ouais, il n'y a pas de problème, c'est la normalité, enfin c'est normal pour lui. Ça, c'est une personne antifragile. Quand tout va mal autour, que la personne arrive à tenir le coup, c'est quelqu'un de résistant. Quand tout va mal autour, quelqu'un qui se pète la gueule à l'instant et arrive à reprendre un peu le rythme de sa vie, reprendre un peu ses esprits, c'est quelqu'un de résilient. Quand tout va mal autour et que lui, il sort du lot, il devient meilleur, il s'améliore, il progresse, lui, il est antifragile dans sa tête et ou dans son corps. Et il est capable d'avoir un équilibre qui n'est pas lié à une situation, à un contexte environnemental. Peu importe, c'est la fluctuation, tout ce qui peut se passer à droite, à gauche, lui, sur l'équilibre, il le trouve automatiquement. Ok? Voilà, c'était aujourd'hui une présentation assez rapide des principes d'Hormèse. On est en plus un samedi soir, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire trop long. N'hésitez pas à me poser du coup les questions dans le chat. Je regarde maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Ça fait déjà 49 minutes que le direct a commencé. Dites-moi un petit peu si vous voulez que je revienne sur un objectif en particulier, sur un élément, soit l'exposition au froid, soit l'exposition au chaud, soit la respiration, les exercices intenses, etc., etc. Dites-moi un petit peu dans le chat si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur certains points, parce que du coup j'ai fait assez vite, assez
condensé, intense et abstrait quelque part. Mais dites-vous que, voilà, ça c'est des éléments vers lesquels j'emmène les personnes sans que ça devienne un truc vraiment, c'est pas la personne vient me voir complètement fatiguée, épuisée, émotionnellement très fragile, sensible. Je vais pas lui dire viens on va prendre un bain dans la rivière en plein mois de février. C'est pas du tout ça le propos. Le propos c'est de remonter ses capacités, son niveau à remonter son moral, sa santé, sa physiologie. Et une fois qu'on a fait ça, et histoire que c'est pas ben voilà, maintenant vous allez mieux, merci, bonne journée, au revoir, ça fait tant. Et bien une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, on continue de manière à la rendre plus forte, plus résistante, résiliente. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, antifragile. De manière à ce que 3 jours après, ils n'aient pas besoin de me revoir ou de me rappeler pour me dire là j'ai fait du ménage et je suis sur les rotules, ça va pas, de nouveau le moral qui est en berne. Non. Quand j'accompagne les personnes, déjà je les accompagne, c'est sur 3 mois, c'est pas sur un jour, une séance ou deux. On fait pas ça en 1 heure ou 2. Et je donne aux gens tous les éléments nécessaires, utiles, pour qu'ils puissent pratiquer, comprendre comment ça fonctionne tout ça, se prendre en main, être relativement autonome. Et ensuite, en général, dès qu'ils sont au moins arrivés au niveau de résistance, ils ont les capacités pour pouvoir se prendre en main. Et puis après, s'ils veulent aller plus loin avec moi, on refait un accompagnement pour aller encore plus loin. Mais voilà un petit peu comment je fonctionne. Et encore une fois, c'est pas un but en soi que d'aller se tremper les fesses dans la rivière en plein mois de février ou de supporter la chaleur, etc. Ça peut avoir son intérêt, hein, je vous disais, quand j'étais pompier, je m'entraînais exprès en plein cagnard l'été, aller courir, etc. Histoire de m'habituer de rester acclimaté, résistant à la chaleur. Mais sauf quelques cas particuliers, résister au froid, au chaud, au truc comme ça, c'est pas une fin en soi. Et pareil, pour le jeûne, être capable de jeûner ou s'abstenir de manger n'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, en parlant du jeûne, attention aussi parce que dans l'hormèse, je vous ai parlé intensité, durée, adapté à vos capacités adaptatives, donc qui sont pas celles du voisin. Et dans les pratiques d'hormèse, il y a aussi le fait de prendre en considération de faire des préparations avant la stimulation, pendant la stimulation, après la stimulation. À titre d'exemple, le jeûne, si vous êtes déjà en carence, c'est pas le moment de jeûner. Parce que sinon là, vous allez faire que augmenter vos carences et ça va complètement désorganiser votre métabolisme, ça va vous mettre plus bas que terre. Pareil, vous êtes limite au niveau de votre santé, c'est pas le moment de vous faire des douches à l'eau froide. Et surtout de faire, comme je vois souvent, des douches à l'eau froide tous les jours de la semaine, je fais ça. En général, les gens, passent un mois et demi, 2 mois, ils tiennent plus. Hein. Et ils ont des problèmes de santé. Donc il y a des manières de faire, il y a des rythmes, il y a des préparations à faire avant, pendant et après. Il y a tout un tas d'éléments que je vais pas rentrer, sur lesquels je suis pas rentré aujourd'hui dans la conférence pour pas faire une conférence d'1 heure et demie, 2 heures. Sinon, ce serait trop long à expliquer tout ça. Et donc pour l'alimentation, c'est pareil. Des fois, faut compléter avant, renforcer le métabolisme, notamment au niveau hormonal et tout ça, pour être en capacité d'agir et de travailler vraiment correctement, en toute sécurité, et que vraiment tout ce travail-là ait un réel profit, bénéfice à moyen et long terme. Et pas juste dire, ah ben moi je fais des douches à l'eau froide, je me sens mieux d'un coup. Ouais, sur le coup, on peut sentir mieux, mais au bout de quelques jours ou semaines ou mois, vous risquez d'aller moins bien. Voilà. Alors dites-moi un petit peu, toujours pas de questions, hein, celles qui ont l'habitude. S'il n'y a pas de questions, il n'y aura pas de réponse alors. De toute façon, je remets là, ici,
mes coordonnées. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes passé soit par mail, soit par mon site internet, soit par Facebook. Donc vous avez la capacité de pouvoir me joindre. N'hésitez pas, hein, pour pouvoir changer de paradigme, changer de vie, ne plus devoir supporter, résister face à la vie, mais au contraire, être complètement libre, indépendant, autonome en tout cas, face aux aléas de la vie, que ce soit psychologique ou physiologique. Il y a des moyens d'y arriver, il y a une méthodologie pour ça. Et je vous invite du coup à me contacter pour cela. En tout cas, merci de votre participation. Du coup, s'il n'y a pas plus de questions, je vais arrêter là. Et puis, n'hésitez pas à me poser les questions par la suite. Hein. Vous pouvez me contacter sur Messenger, par mail, par téléphone sur mon portable. Pas de souci. Et je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Et on se verra, j'espère, pour la 4e conférence qui est dans la suite logique de tout ça, où j'appelle ça la révolution à 450 degrés, qui est comment vraiment là changer le mental, le paradigme, le programme dans la tête, pour ne plus pour ne plus subir sa vie. Là, c'est le renforcement du mental et du physique. La fois suivante, ça sera le renversement des croyances. Et c'est tout un chapitre qui est vraiment intéressant, pertinent, puisque c'est bien de s'occuper de son corps, mais c'est encore mieux aussi de s'occuper de son esprit. Un esprit sain dans un corps sain et un corps sain dans un esprit sain. L'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, voilà. Encore merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.